Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge. Nous nous étions arrêtés, il me semble, sur la découverte du comptable de Torpinelli, grâce à des indices du grand-père Torpinelli, des échanges bancaires bizarres sur des comptes, et du coup le commissaire poursuivit ce comptable qui fut vite arrêté, et du coup le commissaire se fut arrêté par des policiers sur les lieux de ce crime, et du coup, vu qu'il n'avait plus le droit d'être sur l'enquête, on se demande comment va suivre l'affaire. Sans plus tarder, c'est parti. Le divisionnaire Leclerc ainsi que le lieutenant Zibersky débarquèrent au commissariat du Touquet 3 heures après ma course-poursuite spectaculaire. On me laissa mijoter un quart d'heure supplémentaire dans la salle d'interrogatoire. J'avais affaire à une batterie d'incompétents. Pas un col bleu ne comprenant le moindre mot de ce que je racontais. J'avais donc demandé à ce qu'on me laissât dans mon coin jusqu'à l'arrivée de mes collègues. À l'heure de la délivrance, des brigadiers entrèrent dans la salle et m'accompagnèrent jusqu'au bureau du capitaine Mailleux. « En route !» lança Leclerc en claquant une main qui se voulait chaleureuse sur mon épaule en feu. J'ai mis un cri strident, genre chien à qui l'on écrase une patte sans le faire exprès. « Oh, désolé !» dit-il en portant la main devant la bouche. Zibersky s'approcha de moi. Son visage avait désenflé. « Heureux de vous voir en vie, commissaire. J'espère que vous allez pouvoir nous éclairer sur ce merdier. »« Il y a des survivants chez les Torpinelli ?»« Quelques employés et porte-flingues. La quasi-totalité de la maison a cramé. » Leclerc me précisa. « Nous avons gardé le motus sur le fait que tu n'étais plus en fonction. Je ne l'ai jamais officiellement signalé à nos supérieurs. Je me doutais que tu ne lâcherais pas l'affaire et je voulais juste te sortir de là. De toute évidence, j'ai échoué. » Je lui serrai la main. « Merci Alain, ils m'ont pris une disquette tout à l'heure. » Il l'a sortie de sa poche. « Je l'ai. »« Et alors, que contient-elle ?»« Des noms. Une cinquantaine de noms de personnes importantes, des hommes d'affaires américains, anglais, français, riches à millions. Que représente-t-elle, Shark ? Pourquoi ces gens se bousculent-ils sur une disquette que t'a fournie Torpinelli ? Qu'avait à voir Dulac dans cette histoire ? Allons chez Dulac, j'y ai découvert des CD-ROM, je vous raconterai tout là-bas. Attends, ton épaule, Zibersky va prendre le volant de ton véhicule, je vous suis. Comment va ta femme, David ? Demandai-je au lieutenant d'un ton soucieux. Elle va bien. Mon regard glissa sur son visage. Dis-moi la vérité. Elle pète les plombs, je pète les plombs. Elle en a assez de vivre avec un homme qui n'est même pas sûr de rentrer le soir. On s'est disputé et elle dort chez sa mère avec le petit. Tout ceci est de ma faute, David. Vous n'y êtes pour rien, commissaire. La faute au métier, c'est tout. Il alluma une cigarette. Et tu fumes maintenant ? Lui lançai-je d'un ton réprobateur. Il faut bien un début à tout. Tu as peut-être mal choisi le moment avec un nourrisson à la maison. Il n'y a pas de nourrisson à la maison, pas plus qu'il n'y a de femme. Il changea de sujet. Racontez-moi ce qui s'est passé. Comment êtes-vous remonté jusqu'à ce Dulac ? Que contiennent ces CD-ROM ? Parlons d'autre chose. Je t'expliquerai une fois arrivé. Madame Dulac se pelotonnait dans les bras de sa fille, tous deux submergés de larmes. Elle m'agrippa par la veste au moment où je montais. Promettez-moi de tout me dire, commissaire. J'ai le droit de savoir. C'était mon mari. Vous saurez la vérité. Je déverrouillai le coffre et en sortis les CD-ROM. J'interrogeai Leclerc. Avez-vous avancé avec BDSM4U ? Des traces ? Nos agents infiltrés n'ont rien décelé pour le moment. Une bonne partie des effectifs s'occupe à interroger des prostituées, des clochards, fait le tour des hôpitaux pour essayer de retrouver des patients qui auraient présenté des signes de torture. Cette putain d'organisation nous monopolise les 2/3 de nos ressources. J'espère que ça nous mènera quelque part. Et l'avocat pourri au faux permis de conduire ? On le suit à la trace, mais apparemment, ils ne prennent plus contact avec lui. On dirait qu'ils ont disparu dans la nature. Vachement futés. Mais on les aura. Alors maintenant, explique-nous et reprends depuis le début. Je suis autant paumé qu'une poule dans le désert. Tu t'es douté que Mancini avait été assassiné, et après ? Il a reçu un coup de fil dans la nuit du meurtre qui l'a précipité dans un piège. Quelqu'un qu'il connaissait bien, puisqu'il s'est déplacé très tard alors qu'il dormait. J'ai ensuite découvert que son coffre camouflé dans la villa familiale avait été percé et son contenu vidé. Mancini avait passé plus de 2 semaines chez son cousin cet été et d'après un listing récent de ses numéros de téléphone, il l'appelait souvent. J'ai donc creusé la piste Torpinelli, la seule viable de toute façon.
Leclerc se déplaça dans le bureau, main derrière le dos, scrutant les papillons. « Et au Touquet, qu'as-tu découvert ?»« J'ai eu un entretien avec le fils Torpinelli, qui ne m'a pas appris grand-chose. Par contre, coup de chance, le vieux m'a fourni en cachette une liste de transactions bancaires entre son fils et Dulac. Des sommes extrêmement importantes, régulièrement étalées dans le temps pour un montant global de plus de 5 millions d'euros. La vache. Comme vous dites, et ici, chez Dulac, je suis tombé sur ces CD-ROM. Jamais de toute ma vie je n'avais visionné une ignominie pareille. Je n'en ai regardé que 2. Les tortures, les souffrances, les meurtres filmés de Catherine Prieur et de Doudou Camélia. « Grand Dieu !» lança Cybersky. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Je me levai et frappai des 2 poings contre le mur et la tête baissée entre les épaules. Que Dulac, tout comme les 50 pourris sur cette disquette, s'offrait des meurtres. Leclerc me serra le coude. « Comment ça ? À quel type de loisirs originaux pourraient bien s'adonner des hommes qui ont le pouvoir, l'argent, l'influence, qui ont les moyens de tout se payer ? Quel fantasme suprême pourrait bien assouvir l'argent ? Le meurtre. Pire que le meurtre. Des heures et des heures de furieuse souffrance pour soi, rien que pour soi. Le plaisir d'arracher une vie par le seul pouvoir du fric. Des images à faire vomir le plus salopard des criminels. Je brandis un cadre de papillon et le pulvérisai contre le sol. Les ailes des phalènes, bombix et autres macaons se froissèrent comme des feuillets d'aluminium. Je criai, écumant de colère. Ces types se payent à la mort en direct, et Torpinelli en a fait un commerce juteux. Mais à quoi rime l'agression commise par Mancini, et pourquoi a-t-il été assassiné par la suite ? J'essayais de contenir la bonbonne de rage qui implosait en moi. Mancini possédait une double personnalité, celle du type discret, moyennement brillant en classe, et celle du malade sexuel frustré, incapable d'entretenir une relation normale avec une femme. Ses sentiments refoulés se libéraient dans des accès de violence et de décadence prononcés. Il a probablement mis la main sur ses vidéos pendant ses vacances d'été. De quelle façon ? Torpinelli devait être extrêmement prudent. Mancini, une bête en informatique, il pouvait facilement surveiller les activités de son cousin. Il a certainement découvert cet ignoble trafic en fourrant le nez dans les PC de Torpinelli alors qu'il installait un système de webcam. Mais au lieu de prévenir la police ou qui que ce soit, il a préféré subtiliser ses CD pour les mater en toute tranquillité depuis son ordinateur personnel. Là où nous sommes incapables de regarder, lui a très certainement pris un pied comme pas possible. Alors, cette incroyable machine assassine lui est montée à la tête. Place à l'acte, comme le démontrait si bien le tueur sur ses images. Les pulsions ont franchi la barrière de la conscience. Mancini a donc opéré, mais sans pousser jusqu'au meurtre. Peut-être n'était-ce pas son but, peut-être la torture lui suffisait-elle. « Quelle espèce de taré !» intervint Cybersky. « Ce type n'avait pas 25 ans. » Avec ses contacts, Torpinelli a immédiatement été informé de cette agression et a dû faire le rapprochement avec son cousin. Il a pris peur. Sa mécanique huilée, son commerce diabolique risquaient de prendre l'eau. Il a appelé Mancini en pleine nuit, l'a fait avouer et l'a supprimé avant d'effacer les données de son ordinateur et de récupérer les CD-ROM cachés dans le coffre-fort. Et que contenaient ces CD-ROM ? Peut-être des copies de ces vidéos. Imaginez le risque de laisser ça à la portée de tous. Mancini était extrêmement prudent, quoi qu'on en pense. Torpinelli était notre tueur alors ? Non, malheureusement, le tueur se présente comme un as en informatique, en électronique, en piratage. Torpinelli n'a pas le profil. Et puis, la façon dont ont été choisies les victimes demande de l'observation, de la préparation, une connaissance de l'entourage. Torpinelli n'aurait pas pu effectuer les allers et retours journaliers du Touquet jusqu'à l'abattoir, surveiller Prieur comme il a dû le faire. Notre tueur vit dans la proximité parisienne, dans notre proximité. Qui alors ? Je n'en sais rien, j'en sais fichtre rien. Nous devons éplucher les activités, les comptes de Torpinelli. Il faut interpeller ces fumiers qui s'entassent sur les disquettes et les foutre en taute jusqu'à la fin de leur jour. Je plaquai mon front sur le mur. Cybersky trouva le silence. Que contiennent les autres CD-ROM ? Je n'ai pas regardé. Le supplice de la femme de l'abattoir sur plusieurs CD-ROM, comme un horrible feuilleton où chaque épisode s'enfonce dans l'horreur et se monnaie de plus en plus cher. Leclerc s'empara d'un CD-ROM au hasard et le glissa dans le lecteur de l'ordinateur. Alors que le film démarrait, je ne me retournais pas, toujours face au mur, face à ces papillons cloués sur leur support de bois. Ces images étaient beaucoup trop insupportables. Les enceintes du téléviseur envoyèrent des bruits de chaînes qui se percutaient entre elles, puis des sons semblables à des râles à peine audibles. Cybersky émit un gargouillis étouffé et Leclerc se jeta sur la souris pour interrompre la lecture. Lorsque je leur fis face, tous deux me dévisageaient, l'air ravagé.
Qu'est-ce qui vous prend » interrogèrent en me décollant du mur. « Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ?» Même silence, même visage plombé. « Mais répondez, mon sang !» Leclerc s'empressa d'éjecter le CD-ROM pour l'empocher dans sa veste. « Allons-y, ordonna-t-il, rentrons sur Paris. Nous visionnerons ça plus tard. »« Dites-moi ce qui se trouve sur CD-ROM. »« Shark, tu devrais... Dites-le-moi. Remettez le CD dans le lecteur, remettez-le !» Cybersky empoigna fermement la manche de ma veste. « Vous n'avez pas besoin de voir ça, commissaire, pas maintenant. »« Le CD !» m'écriai-je en me dégageant brusquement de son étreinte. « Il faut que je sache !» Leclerc me le tendit, tête baissée. Je l'insérai avec hâte dans l'appareil. Je découvris alors ce que jamais je n'aurais pu imaginer, et si Leclerc n'avait pas pris la précaution de me reprendre mon arme, je me serais tiré une balle dans la tête. Chapitre 15. Je me demande si parfois la mort ne serait pas préférable à la vie. Le grand voyage facilite tellement les choses. Qu'il eût été simple de fermer les yeux, de donner dans un dernier effort un petit coup d'index sur une gâchette et de se jeter dans le grand tunnel blanc. Allongé sur mon lit, le soleil, voilé par la dentelle des Cyrus, déclinait dans un panache de rouge annonciateur des froides journées d'automne. Poupette gisait sur le sol, dans une flaque d'huile. On aurait dit qu'elle souffrait, pleurait, se mourait lentement, comme moi. Ce soir-là, je sus que le sommeil ne m'accueillerait plus, que mes nuits allaient porter le visage blême de mes atroces journées. J'avais peur. Les images qui défilaient sur l'écran de mes yeux, ouverts ou clos, allaient et venaient jusqu'à me décrocher de la réalité. Sans cesse, il débarquait sur sa monture, l'épée brandie au-dessus de sa tête. L'ange rouge, le père Michaélis. Je voyais cette soutane noire vibrer dans l'air, cette capuche abaissée autour d'une forme creuse, comme si je visionnais mon propre reflet dans le miroir. Son souffle fétide me taraudait les épaules, ce rire, comme vomi de ses entrailles, me percutait au point de me poser les mains sur les oreilles. Le plus inquiétant, c'était cette substance visqueuse qui engluait mes pensées jusqu'à m'empêcher de m'évader vers des cieux plus doux. Je me sentais persécuté, et cette volonté que je rassemblais pour chasser l'être s'appropriant mon âme consommait toute mon énergie. Je percevais des filaments d'affliction se tisser en moi, emprisonner mon esprit dans le réseau complexe de la folie. Oui, à entendre cette voix, à me trouver incapable de chasser ces images qui me coupaient du monde matériel, je crus que je devenais fou. Je ne trouvais pas le courage de visualiser les 4 CD-ROM sur lesquels ma femme endurait des tourments que même le plus insensible des animaux ne supporterait pas. Pourtant, je priais pour revoir l'opaline de son visage. Mais la regarder, là, soumise, bafouée, dépouillée de son identité me tuerait. Le poignard courbe de son regard implorant me démolirait à un point tel que je mettrais un terme à ma vie sans l'ombre d'une hésitation. J'espérais qu'un jour, Suzanne renaîtrait, loin d'ici de ce monde pourri, entourée d'âmes qui l'aimaient, qui aimaient respirer comme elle l'écorce fraîche des érables des grandes forêts canadiennes. Sans avoir fermé l'œil, je me traînais au 36 comme un cadavre arraché à sa tombe. Leclerc m'avait autorisé à poursuivre l'enquête, redoutant ce qui pourrait m'arriver si je restais à l'écart. Il m'avait parlé comme à un ami, lui qui, d'ordinaire, entretenait une distance froide avec ceux qui se hasardaient à l'accoster. Je ne pouvais pas me permettre de ruminer chez moi, dans ce cachot qui respirait à plein nez le parfum de Suzanne. Dans les couloirs, des gens me saluèrent, mais je ne leur répondis pas. J'avançais, voilà tout. Je m'installai à mon bureau, et je m'abandonnai à nouveau sur ces images. Les CD-ROM circulaient certainement entre les mains des plus grands spécialistes du traitement d'images, des psychologues, des forces de police, d'Elizabeth Williams. Les uns amplifiaient les gammes de fréquences basses pour révéler des sons jusque-là inaudibles, les autres notaient des heures des différentes prises de vue, cherchant une corrélation profonde entre les choses en déduisant l'état d'esprit de l'assassin au moment de l'acte. Mais aucun d'entre eux ne me rendrait ma femme. 4 CD-ROM, 4 épisodes. Suzanne, enchaînée, le ventre arrondi par le temps, le visage ravagé, les traits implorant qu'on la libérât enfin. Des films qui retraçaient son indescriptible calvaire. Où se cachaient les autres épisodes, ce d'août, de septembre? Entre les mains de quel pourri? Une opération spéciale avait été ordonnée par le directeur de la police judiciaire de Paris, notre grand patron. Tous les SRPJ étaient sur le coup, avec pour ordre d'arrêter les personnalités incriminées par la fameuse disquette. Ces gens-là seraient interrogés, punis, et probablement flanqués en prison.
Mais aucun de ces monstres ne savait vraiment qui se cachait derrière l'ange rouge, ou cette réincarnation de je ne sais quoi. Si j'en avais eu la possibilité, et surtout le droit, je les aurais tous tués, un par un, d'une balle dans la tête. J'aurais enfoncé un projectile dans mon barillet, l'aurais tourné au hasard et appuyé sur la gâchette, et si le coup n'était pas parti, j'aurais recommencé, encore et encore. Et surtout, je leur aurais demandé pourquoi. Je ne m'aperçus de la présence d'Elizabeth Williams que lorsqu'elle me cria presque à l'oreille. Elle traîna une chaise, s'installa à mes côtés. Je me résolus à l'écouter, mais l'ange rouge continuait à me harceler dans un coin de la tête. « Franck, que dire ? Je pensais que ce n'était qu'une légende. Jamais il n'a été prouvé que cela se produisait. Et aujourd'hui, nous en avons la preuve. Seigneur !»« De quoi parlez-vous ? » ?»« Le snuff film, ces meurtres filmés pour assouvir les fantasmes d'hommes puissants. » Image crue se jetant devant mes yeux. Ma femme enfermée dans un cercueil avec des chairs putréfiées d'animaux. Face à mon absence de réaction, Williams poursuivit. Je ne sais plus sur quel axe chercher. Notre tueur intervient dans 2 dimensions totalement différentes. D'abord, il reproduit les actes du père Michaelis, ce qui au départ nous laisse penser que c'est un fanatique se prenant pour un saint chargé d'infliger une punition divine. Ensuite, il y a l'autre aspect, l'aspect snuff movie, ce besoin de vendre du meurtre, ce moyen de gagner de l'argent. Et s'il n'y avait que cela qui l'intéresse depuis le début, l'argent, nous serions bien loin de l'ange rouge réincarné et de ses démons, n'est-ce pas ? Je me suis planté, Franck, sur toute la ligne. Je n'ai fait que vous orienter dans de mauvaises directions. Vous avez fait de votre mieux, Elisabeth. Quoi que vous en pensiez, vous nous avez été d'un grand secours. Mon rôle s'arrête ici, commissaire. On m'a fait comprendre que l'on se dispensait désormais de mes services. Je vais encore creuser la piste un jour ou deux, puis Thornton prendra le relais. Mais, chut, je vais repartir en Floride, me rendre au bord de mon lac et y passer d'agréables moments. Quand je serai prête, je reviendrai et je traquerai de nouveaux criminels, tout comme vous. Je ne traquerai plus de criminels, Elisabeth. Je n'en peux plus. Je ne sais pas comment tout cela va finir. Mal, très mal sûrement. Ne dites pas ça, commissaire. Votre femme est vivante, quelque part. Accrochez-vous à cette image et battez-vous. Battez-vous. Elle ne l'est peut-être plus, il l'a tuée, je le sens. Je vis les pupilles d'Elisabeth se répandre dans le blanc de l'œil comme une nappe de pétrole, puis se rétracter à nouveau en tête d'épingle. Non, je sais qu'elle est vivante, je le sens. Écoutez, Franck, il faut que vous visualisez les CD-ROM. J'ai encore fait un rêve qui n'est pas anodin. Vous devez regarder. Je serrai les poings. Je ne peux pas, Elisabeth. C'est le seul moyen de la sauver. Peut-être que quelque chose vous choquera, vous, un détail qui nous aurait échappé. Faites cet effort, Shark, pour l'amour de votre femme, pour attraper l'ordure qui bafoue à tel point la vie et Dieu. Faites-le, Shark, faites-le. Je sortis mon portefeuille, portai un regard triste sur une photo sépia de ma femme. La puissance même de l'amour m'inonda le cœur d'une pluie de chagrin. Je murmurai « Je vais le faire, Elisabeth. Je vais visualiser les CD-ROM. » La salle de traitement numérique du laboratoire de la police scientifique ressemblait à un studio d'enregistrement du genre de celui d'Écully, mais en beaucoup plus petit. On y retravaillait les différentes vidéos et bandes sonores fournies dans les procédures judiciaires en quête de vérité. Les possibilités d'analyse des ordinateurs défiaient sans conteste l'imagination. Je m'installais dans une petite salle où s'empilaient plusieurs magnétoscopes, un téléviseur, un ordinateur et d'autres appareils dont je ne connaissais pas l'usage. Un ingénieur, Pascal Artemis, m'y rejoignit et posa 4 CD-ROM au-dessus du poste de télévision. « Monsieur Charcot, vous pourrez regarder les films dans leur intégralité si vous le souhaitez, mais j'ai dupliqué certains passages sur le 5e CD, des passages que j'ai retravaillés numériquement pour essayer d'en tirer quelque chose, des morceaux où l'on constate des changements de lieu, d'attitude. »« Comment ça, je ne comprends pas bien ?»« Vous allez voir. » Il glissa le montage dans un lecteur CD-ROM puis désigna l'ordinateur. « Les images vont apparaître sur l'écran de l'ordinateur et non sur le téléviseur. Installez-vous face à l'écran. » Je m'exécutais. Le CD diffusa une première séquence. Suzanne assise sur une chaise, les mains ligotées dans le dos et les chevilles attachées aux pieds de bois. La porcelaine fragile de son corps se décrochait de l'arrière-plan très sombre. Une lumière aveuglante lui éclairait le visage et la forçait presque à fermer les yeux. Ces images firent couler dans mes veines la sève de l'impuissance, de la désolation, et il me prit l'envie de me lever et de m'enfuir. Mais une voix intérieure m'ordonna de rester assis. Le technicien cala l'appareil sur pause. Il ouvrit un fichier, une reconstitution qu'il avait préalablement enregistrée sur l'ordinateur. Sur le premier CD, votre femme a été filmée sous plusieurs angles distincts. Nous disposons d'un logiciel d'extrapolation très puissant.
À partir des différentes images d'un algorithme de prédiction et en retravaillant le contraste, la luminosité et d'autres paramètres, nous pouvons reconstruire quasiment la totalité de l'endroit où elle est enfermée. Regardez. Il lança l'animation. La salle apparut comme en plein jour. Une sorte de caméra virtuelle donnait un rendu tel que l'on avait l'impression de se retrouver à l'intérieur de la cavité. On dirait une espèce de tunnel aménagé, remarquai-je. En effet, au vu des poutres soutenant les parois de la terre sur le sol et de l'humidité parfois sur l'objectif, on dirait qu'elle se trouve sous terre, une grotte. L'animation tournait toujours sur elle-même, inlassablement dévoilant un lit, un pot de chambre, une table, une chaise et un petit crucifix accroché au-dessus du lit. Une solide porte de métal cloisonnait l'entrée de la pièce. L'enfer sous terre, le Tartare. Autre scène, dit Artémis. Assez insupportable, ça va aller ? J'opinai de la tête et il cliqua sur un bouton. Suzanne apparut encore une fois, les mains entravées, debout dans un coin. Une balle en plastique, transpercée par une sangle de cuir, empêchait de remuer les lèvres. Son corps, croqué par les morsures du froid, fragilisé par les coups répétés, racontait l'histoire écrite de son calvaire. Ses cheveux étaient pourtant propres, les draps de son lit aussi. Une puissante torche l'éclairait et, contrairement à la scène précédente, l'image tremblotait. Il devait tenir la caméra en main. De sa voix trafiquée, métallique et froide, il lui ordonna d'avancer. « Avance, avance, pute !» Elle obéit, pantelée d'une telle terreur qu'elle s'étouffait derrière son bâillon. Ils franchirent la porte et un boyau sombre, à la gueule dévorée par l'obscurité, se déploya devant eux. Ils évoluèrent dans le dédale, elle devant, lui derrière, à filmer le martyre de mon épouse. L'ingénieur, de la même façon que précédemment, appela une image stockée sur ordinateur qui révéla des détails invisibles à l'œil nu. « Ça va aller, commissaire ?»« Oui, continuez. »« Bien. Voyez-vous ces encoches le long de la paroi ? Selon d'autres images, elles sont espacées d'environ 5 mètres. Elles servaient probablement dans l'ancien temps à fixer des flambeaux afin d'éclairer les voûtes. L'expert en géologie nous affirme que les parois ne sont pas en craie mais d'une roche d'un étage immédiatement supérieur à la craie, appartenant probablement aux couches des coquilles pétrifiées ou nummuliques. Sur certains plans, où l'éclairage est plus fort, il est presque catégorique. Il se souvient d'un fait intéressant relaté dans des archives de topographie. Dans le village de Droisel, pas très loin de Paris, une cave s'est affaissée, provoquant un trou de 6 mètres de profondeur. Le même jour, une poissonnerie et une maison voisine se fissuraient également. On crut que des nappes souterraines étaient en cause. Un ingénieur des travaux publics entreprit des fouilles. Les sondes ne donnèrent rien. Alors, il fut décidé de creuser un puits profond, étayé, cloisonné, et après des semaines, on découvrit, à 14 mètres de profondeur, un vaste souterrain composé de caves voûtées. Creusé au XIIe siècle, révèlent certains écrits. Par des communautés juives pour y stocker leurs objets précieux parce qu'elles étaient soumises à des restrictions très sévères des pouvoirs publics et qu'il leur était interdit de commercer. Ces souterrains présentent les mêmes caractéristiques que celui où est enfermée votre femme. D'un coup de rein, je fis rouler ma chaise vers l'arrière de la pièce. Combien a-t-on recensé de réseaux de galeries ? Plus d'une vingtaine éparpillés dans le bassin parisien. On en découvre de nouveaux tous les ans. Votre divisionnaire a déjà lancé une opération de fouille en coordination avec les différents services de police, mais il est fort probable que celui-ci soit encore inconnu, car les galeries recensées sont gardées et protégées. Bon sang, ma femme sous terre ! Je me remémorais les visions de Doudou Camélia, cette humidité, ce lieu pourrissant où il retenait Suzanne. Depuis le début, les pressentiments de la Guyanaise se vérifiaient. Commissaire ? Oui, je vais continuer si vous le permettez. L'analyse phonique n'a rien révélé. Aucun son ou bruit nous permettant de localiser l'endroit, ce qui confirme la profondeur et l'isolation des galeries. Il but un verre d'eau et m'en proposa un que je refusai. Il pilla ensuite le gobelet et le jeta dans une corbeille. Chacun des films dure une demi-heure. D'après les dates, au bas de l'écran, les prises de vue sont espacées d'environ 1 mois, ce, à partir d'avril 2002. Normalement, vous auriez dû découvrir 6 films, votre femme ayant été enlevée voilà plus de 6 mois. Soit ce Dilax les dissimulait ailleurs, soit, pour une raison ou une autre, les derniers épisodes ne lui sont pas parvenus. Nous les retrouverons chez les autres salauds, ces hommes respectables, aux noms inscrits sur la disquette. En fait, d'autres images indiquent, à en juger par les marques sur le bras de votre femme, qu'il la drogue régulièrement. Sur la plupart des scènes, elle est bâillonnée et attachée, ce qui l'empêche d'émettre le moindre signe. Cependant, nous avons remarqué 2 faits particulièrement troublants. Premier point, voyez-vous ce petit crucifix situé au-dessus du lit ? J'acquiesçai. Artémis changea de photo. Et maintenant, que constatez-vous ?
On dirait qu'il a été retourné, on ne voit plus la gravure du Christ, contrairement à l'image précédente. La gravure se trouve désormais côté mur. Exact. Et ça continue de cette façon sur une bonne partie du premier film. Sur les autres vidéos, cette croix a disparu, ce qui tend à prouver que le tueur s'en est aperçu. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous l'ignorons, c'est pour cette raison que nous comptions sur votre présence. Cherchait-elle, par ces inversions, à représenter un symbole, une certaine dualité, nuit et jour, lune soleil, noir et blanc ? Je comprends pas, désolé. Vous aviez dit qu'il y avait un deuxième point ? Il se leva et s'empara du premier épisode. Sur le CD, le regard de votre femme de temps en temps devient fuyant. Comment ça ? Ses pupilles partent d'un coup sur la gauche et se remettent en place, un peu comme une maladie des muscles oculaires que l'on appelle nystagmus. Je me levai de ma chaise et lui arrachai le CD-ROM des mains avant de l'enfoncer dans le lecteur. « Montrez-moi !» Il cliqua sur avance rapide avec la souris, fit marche arrière et se cala sur une scène où la caméra, posée sur un pied, filmait ma femme en train d'uriner dans un pot métallique. Le tressaillement de l'œil fut très bref, presque imperceptible. L'ingénieur accéléra. Lecture, nouveau mouvement des yeux. Nous ne l'avons pas remarqué tout de suite, pensant que votre femme avait effectivement ce handicap, mais sur le deuxième CD, il se produit une coupure. Sur la prise de vue suivante, on revoit votre femme avec un hématome sur la pommette gauche, et le mouvement n'existe plus. Il a dû s'en apercevoir, tout comme des retournements de croix. Cette agitation des yeux vous dit-elle quelque chose ? Je lui demandai la souris et repassai la scène. Fuite des yeux sur la gauche, encore et toujours. Je ne comprends pas bien. Son frère schizophrène souffre de divergence oculaire, de nystagmus. Ses yeux partent très souvent sur la gauche, de la même façon avant de se remettre en place d'eux-mêmes. Mais pourquoi nous fournirait-elle cette indication ? À l'évidence, votre femme voulait faire penser à un fait important, peut-être en rapport avec son frère. Possible qu'il ait quelque chose à voir là-dedans ? Ça m'étonnerait beaucoup, il est interné depuis plus de 6 mois. Seigneur, Suzanne, qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Je considérais longuement le plafond avant de reprendre. Vous avez découvert autre chose ? J'ai une équipe sur les CD-ROM, c'est un travail de fourmi. Une copie de tous les enregistrements est au centre de police scientifique d'Écueilly afin qu'ils nous apportent leur aide. Ils planchent dessus jour et nuit. Les informations remonteront jusqu'à votre service en temps réel au fur et à mesure des investigations. S'il a commis la moindre erreur, nous la découvrirons. À présent, vous pouvez visualiser les CD-ROM si vous le souhaitez. Ne perdez jamais de vue que votre femme vous fait confiance et qu'elle a très certainement cherché, à l'image des yeux et du crucifix, à nous signaler quelque chose. Très bien, j'aimerais rester seul dans la pièce, si cela ne vous dérange pas. Je comprends, commissaire. Prenez le temps qu'il faudra. Je serai dans la salle voisine si vous avez besoin d'un quelconque soutien. Et j'engloutis le premier CD dans le lecteur, et je m'assis sur la chaise, et je priais Dieu de me pardonner pour ce que j'allais visionner, et je le suppliais de m'apporter du courage. Beaucoup de courage. Et je sus dès lors que jamais, plus jamais je ne pourrais fermer les yeux sans ma femme à mes côtés. Parce que, si cela devait encore arriver, alors, je préférerais mourir. La brusque impulsion des yeux se reliait au frère de Suzanne, mais j'avais beau me griller les neurones, je ne comprenais pas. Dès lors, je me convainquis que le seul moyen de découvrir la vérité était d'aller à la rencontre de Karl, son frère. Je me lançai sur la 3, puis la 1, la pédale plaquée au plancher de ma berline. Mais la vérité m'attendait-elle vraiment à l'autre bout de ces voies d'asphalte ? L'hôpital psychiatrique retenait Karl depuis plus de 6 mois. Je débarquais là-bas, et ensuite quoi ? Je lui montrais le film ? Je le perturberais encore plus qu'il ne l'était déjà ? Après une trentaine de kilomètres, je bifurquai sur la première aire de repos que je croisais et partis me rafraîchir le visage sous un robinet d'eau. Devant mes yeux, au-delà du balai de tôle et de métal des camions, se dressait le regard implorant de ma femme, cette expression destinée à me mener quelque part, nulle part. Quel rapport pouvait bien se nouer entre l'ange rouge et Karl ? Pourquoi insister sur cette maladie nerveuse des yeux ? Pourquoi cherchait-elle à me rapprocher de la schizophrénie ? Et cette croix retournée, positionnée à l'envers puis à l'endroit, cette dualité ? Envers, endroit, pile, face, rouge, noir, 0,1, 0,1, 1, des 0 et des 1. Souvent, pour passer d'un problème à une solution, il suffit d'inverser quelques 0 et quelques 1. L'idée me fulgura à l'esprit comme un déchirement du ciel. La solution se décocha au fond de mon âme en lettres de feu. Dire qu'elle se cachait en moi depuis le début. Je regagnai l'autoroute à toute allure, la quittai à la sortie suivante pour m'y réengager sur la voie opposée, explosant la limite de vitesse autorisée. C'est la fin de notre lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. On approche vraiment de la fin. La prochaine lecture sera la dernière. Nous arrivons au bout. Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Est-ce que vous avez avec les indices, vous arrivez à déceler un profil du tueur, qui cela pourrait être ? Parce qu'on doit certainement savoir qui c'est.
et on ne s'en doute pas, son nom doit déjà avoir apparu dans le livre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez une idée, redites-le moi en commentaire. Puis, en attendant la fin de la lecture la semaine prochaine, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si tel est le cas. Et je vous dis à bientôt.